Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du mardi de l'EHESP. On a le plaisir aujourd'hui d'être exceptionnellement à la fois en ligne avec Lydie Poré, à la fois dans cet amphithéâtre de l'EHESP où quelques personnes nous ont rejoints en présentiel. Et donc, je suis avec ma collègue Nicoletta qui va vous présenter le sujet du jour. Merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Nicoletta Bacos. Donc, je suis aujourd'hui présente en tant que référente égalité femmes-hommes à l'EHESP pour introduire ce webinaire. Donc, on a placé effectivement dans le cadre des différentes manifestations en lien avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et également dans le cadre, on va dire, national des 50 ans depuis la création de la loi Veil pour le droit à l'avortement. Nous invitons donc aujourd'hui Lydie Poré, qui est archiviste aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, également co-autrice avec Patricia Godard d'un ouvrage qui s'intitule Les femmes s'en vont en lutte, Histoire et mémoire du féminisme à Rennes entre 1965 et 1985. Et aujourd'hui, nous souhaitions lui proposer de faire un focus sur les luttes pour le droit à l'avortement qui se sont notamment passées à Rennes et plus spécifiquement en lien avec l'école de la santé, parce qu'on c'est aussi peut-être un pan de l'histoire de l'école qu'on connaît moins bien. On a bien entendu en tête toute la préparation, la formation de nos cadres de santé publique. Mais ce qu'on trouvait intéressant aussi à découvrir, c'est effectivement le rôle que les professionnels que l'école avait formés ont pu jouer durant ces luttes. Avant de donner la parole à Lydie, Sarah, est-ce que tu souhaites peut-être refaire un petit focus très pratico-pratique sur le déroulement du webinaire? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce webinaire est enregistré et il sera bientôt disponible, enfin, en replay sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Voilà, donc la manière dont ça va se passer, on va écouter la présentation de Lydie pendant 35-40 minutes et puis ensuite, vous aurez un temps qui sera consacré aux échanges de voilà, 15 minutes environ. Pour ça, alors soit pour les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, vous pourrez poser vos questions en direct. Je vous amènerai un petit micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Et sinon, pour les gens qui sont en ligne, eh bien, vous pourrez interagir uniquement par écrit. Donc, il faut utiliser la petite commande Q et R qui vous permettra d'écrire votre question. Et les questions seront lues par Nicoletta et adressées de cette manière à Lydie qui pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, je crois qu'on a tout dit et qu'on peut maintenant passer la parole à Lydie. Je vous laisse mettre votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'EHESP pour l'invitation à intervenir aujourd'hui. On se place dans le courant du 8 mars et puis aussi on est en 2025, donc c'est les 50 ans de la promulgation de la loi sur l'IVG. Aujourd'hui, je vais vous parler justement des mobilisations pour le droit à l'avortement, comme ça a été indiqué, et puis de manière plus générale, des mobilisations pour la liberté de procréer, donc qui contiennent aussi tout ce qui concerne la contraception. Alors, comme dit, je suis archiviste aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Je suis également chercheuse en histoire des mobilisations féministes et plus particulièrement à Rennes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît mieux l'histoire des mobilisations féministes qui se sont déroulées ailleurs qu'à Paris. C'était pas le cas quand on a démarré nos recherches avec Patricia Godard à la fin des années 2000. À cette époque-là, c'était surtout l'histoire parisienne qui était connue. Et c'était un niveau parisien qui était volontiers confondu, mêlé à un niveau national. Donc on pouvait penser que ce qui s'était passé à Paris s'était passé partout en France. Depuis, les choses ont changé. Des historiens et des historiennes ont travaillé sur l'histoire des mobilisations féministes dans d'autres villes qu'à Paris.
Alors moi, j'ai soutenu un mémoire de recherche en histoire en 2013, donc précisément sur le thème de la liberté de procréer et des mobilisations à Rennes, et avec Patricia Godard, notre livre Les femmes s'en vont en lutte, et a été publié en 2014. Je vais vous parler de trois associations différentes, de trois groupes, donc du planning familial, de Choisir, et puis aussi du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui étaient les trois groupes qui étaient principalement mobilisés pour la liberté de procréer. Je voulais aussi préciser que pour chacun, les archives auxquelles on a eu accès avec Patricia sont très variables. Donc, pour compenser, on a eu recours à des témoignages oraux. Néanmoins, pour ce qui est des archives produites par les groupes, le planning, vraiment très très peu de documents, mais bonne nouvelle, ce qui reste, et c'est en discussion en ce moment pour faire un don dans un service public d'archives, donc tout le monde, ce sera protégé, sauvé et tout le monde pourra y avoir accès. Choisir Rennes, par contre, on a eu beaucoup de chance. C'est un groupe qui a laissé des archives et ces archives ont été données aux archives municipales de Rennes où elles sont accessibles à toutes et à tous. Et sur le MLAC de Rennes, on connaît très peu de choses. En fait, on le connaît plutôt à travers d'autres regards, à travers le regard de Choisir et à travers le regard de l'État et notamment de la police et du contrôle, du maintien de l'ordre, de la surveillance policière. Donc en trois parties et dans le temps imposé, je vais vous présenter chronologiquement l'histoire de ces mobilisations pour la liberté de procréer en commençant par le planning familial. Donc le planning familial qui a été pendant très longtemps, sur la période 65-71, en position de monopole sur cette question de la liberté de procréer. Donc je vais faire quatre sous-thèmes dans cette partie, depuis la création jusqu'aux questions, à la description des actions qui étaient menées par le planning familial, et puis en passant par un focus sur le rôle à l'époque de l'ENSP, l'École nationale de la santé publique. Alors, le planning familial d'Ille-et-Vilaine, pardon, a été créé en 1965. C'est 9 ans après la création au niveau national de l'association Maternité Heureuse, qui était une association créée à Paris. Maternité Heureuse qui s'est transformée en 1960 en Mouvement français pour le planning familial. À partir du début des années 1960, on observe sur l'ensemble du territoire la création de groupes locaux, de sections locales, de centres locaux du planning familial. Un des plus connus étant celui de Grenoble, puisque c'est même à Grenoble que s'ouvre le premier centre d'accueil de personnes du planning familial. Jusqu'alors, le planning familial était surtout une association de plaidoyer et qui faisait de la politique. Donc voilà, je disais, à partir de 1960, on observe sur tout le territoire des créations de plannings familiaux locaux. À Rennes, ça arrive seulement en 1965. Alors on peut se dire 1960, 1965, c'est jamais que 5 ans. Mais néanmoins, cette création, elle arrive vraiment sur la fin de cette vague de planning familiaux qui se mettent en place un peu partout sur le territoire. Par exemple, en Bretagne, le planning familial d'Ille-et-Vilaine est le dernier à être créé. Le premier étant celui du Finistère à Brest en 1961. Alors, c'est le planning familial d'Ille-et-Vilaine. Sa création, elle ressemble beaucoup, avec quelques petites variations, à ce qu'était le planning familial version maternité heureuse de 1956 et à tous les autres groupes locaux qui ont été créés par des réseaux militants socialistes, protestants, francs-maçons. Donc à Rennes, on retrouve quelques-unes de ces caractéristiques, l'association ayant été créée par André Kahn, qui n'était pas rennais d'origine, qui n'était pas breton, qui exerçait la profession d'ingénieur EDF et qui lui était militant à la SFIO, qui était aussi militant au syndicat Force ouvrière
et qui était franc-maçon. Donc il remplissait, je dirais, en tout cas, sa sociologie ressemblait beaucoup à celle de la sociologie d'autres militants qui ont créé des plannings familiaux, à la différence qu'il n'était pas médecin. Or, souvent, c'était des médecins qui étaient à l'origine et à la présidence des associations locales du planning familial. Alors, en fait, avant la création de l'association officiellement le 12 octobre 1965, on trouve déjà des traces dans la presse interne du planning familial d'une permanence qui se tenait à Rennes à partir de juin 1965. Alors, donc, on est avant 1967, on est avant la promulgation de la loi Neuwirth qui autorise la contraception, donc loi du 28 décembre 1967. On a une époque où il est euh, interdit d'avoir recours à des moyens de contraception et interdit d'informer, de s'informer sur la contraception. Euh, on ne peut pas parler, voilà, on ne peut pas faire la promotion de la contraception, ce qui rend très difficile la vie des femmes, la vie des couples qui subissent des grossesses non désirées. Et d'ailleurs, vous voyez dans ce récépissé de déclaration de l'association, dans l'objet de l'association, on ne parle pas du tout de contraception, de régulation des naissances. On parle d'informer sur la maternité, la natalité et leurs répercussions familiales, sociales, nationales. Donc voilà, il y a une sorte de couverture pour envelopper les activités du planning familial dont l'action se situait vraiment à la limite de la légalité parce que dans les faits, réellement, au planning familial, les personnes qui adhéraient pouvaient recevoir de l'information sur les différentes méthodes de contraception, voire pouvaient avoir accès à des moyens de contraception. Donc, pour pouvoir mener ces actions vraiment à la frontière de la légalité, il fallait que les personnes qui étaient membres du CA de l'association soient des personnes qui ne craignaient pas la répression, qui ne craignaient pas d'être inquiétées. Et c'est le cas d'André Kahn. André Kahn, c'est un militant multipositionné, voilà, comme je vous ai cité ses engagements plus tôt. Et en fait, il était en quelque sorte un notable militant. Donc, c'était plus compliqué pour les autorités de s'attaquer à lui plutôt qu'à d'autres personnes. Donc, en fait, son statut, sa posture, ça protège les activités du planning familial d'Ille-et-Vilaine. Néanmoins, pour rendre légitime l'action du planning familial, le président André Kahn n'a eu de cesse de faire en sorte de rapprocher l'association des institutions. Donc, il travaille à la reconnaissance de l'association, il demande des locaux, il demande des agréments, il demande des subventions. Et par exemple, la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine octroie des subventions au planning familial du département dès 1968. Il cherche également la protection d'autorité en proposant des conventionnements pour mener des actions relatives à la santé entre le planning familial, feu la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le conseil général, aujourd'hui conseil départemental. Et par son travail militant, par toute cette action auprès des institutions, auprès des administrations, André Kahn construit des protections symboliques pour l'association. Et c'est une stratégie qui aide, alors j'ai parlé de la répression, donc qui aide par rapport à la répression de l'État, mais aussi par rapport aux forces d'opposition au planning familial et à ses valeurs, donc qui sont dans les années 60 et en particulier en Ille-et-Vilaine l'Église catholique, les forces politiques de droite et bien sûr l'Ordre des médecins également. Alors, parmi tout ce réseau que le planning familial se construit, il y a l'École nationale de la santé publique qui est implantée à Rennes depuis 1962 et dont les bâtiments sont en cours de construction en 1965, l'année de création du planning familial en Ille-et-Vilaine. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'un rapprochement a été effectué dès 1966 entre l'association
Et une filière particulière de l'ENSP, c'est la filière d'éducation sanitaire. Cette filière qui était dirigée par la docteure Aubry et qui vise à former des paramédicaux, donc des professionnels de santé déjà en activité, et qui vise à les former sur les questions d'éducation sanitaire. Cette filière, elle était soutenue, encouragée et financée par l'Organisation mondiale de la santé. À partir de 1966, deux actions en particulier sont menées conjointement par les militants et les militantes du planning familial d'Ille-et-Vilaine et la filière éducation sanitaire de l'ENSP. La première formation, c'est la formation des hôtesses d'accueil du planning familial. Aujourd'hui, c'est l'équivalent des conseillères conjugales et familiales qui exercent, par exemple, au planning familial, qui accueillent les personnes, les écoutent, les renseignent. Donc, la formation des hôtesses d'accueil, non seulement du planning familial, mais de toute la France. Le programme a été élaboré conjointement par l'équipe du planning familial 35 et par la docteure Aubry. Et également, la collaboration entre les deux structures se fait également sur la rédaction de contenu d'information sexuelle. Alors aujourd'hui, on dirait éducation à la sexualité, donc d'information sexuelle à destination des jeunes notamment, dans un contexte en ce milieu fin des années 1960 où l'éducation à la sexualité n'est pas encore reconnue. Voilà, il faut attendre 1973 et les circulaires Fontanet pour pour qu'il soit question d'instruction et d'éducation à la sexualité. Donc on est avant cela, mais néanmoins, le fait de pouvoir parler à des jeunes et de leur donner des informations a bien sûr déjà été repéré par le planning familial et le NSP comme un levier, un levier d'épanouissement. Alors, dans la galaxie des plannings, c'est le planning familial du Rhône qui est le premier à mener des actions d'éducation à la sexualité dès 1965. Et ensuite, l'année suivante, en 1966, la filière éducation sanitaire de l'ENSP relie et revoit les contenus qui ont été élaborés. Alors, on sait que le lien entre l'association et l'école a été fait par André Kahn et aussi par une membre du planning familial, Françoise Planex, qui était sage-femme et qui suivait justement cette formation dans la filière éducation sanitaire. Alors, ce qu'on peut retenir, ce sont les intérêts partagés par les deux structures autour de la planification et par ailleurs, bien sûr, la notoriété de l'ENSP, dans la suite de ce que j'ai dit, elle bénéficie au planning familial dans sa quête de crédit et de légitimité. Alors, quand on a travaillé avec Patricia sur l'histoire des mobilisations féministes à Rennes, avec Patricia Godard, on a tout de suite repéré ce sujet des liens entre le planning familial, l'École nationale de la santé publique, qu'on a creusé un peu à notre niveau, mais qui est un sujet en soi qui mériterait une étude beaucoup plus approfondie. Alors, aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, il y a deux fonds de l'école qui ont été déposés, qui permettent d'aller plus loin, et dans lesquels d'ailleurs on voit la forte implication de l'ENSP à travers des colloques, des journées d'études, dans ce qui concerne la PMI, la protection maternelle et infantile, et aussi, pardon, dès 1975, donc là je vais un peu plus loin dans la période, dès 1975, l'organisation de rencontres nationales autour de l'interruption volontaire de grossesse. Donc ça, c'est aussi des choses à noter. On sent que l'ENSP endosse un rôle de soutien à la loi dont on va voir que son application n'a pas été évidente. Alors, les actions du planning familial d'Ille-et-Vilaine, donc j'ai parlé de contraception, j'ai parlé d'éducation à la sexualité. Le planning aussi tenait des permanences notamment, mais pas que, dans son local qui était situé à Rennes, 16 rue Thiers. C'est une rue qui existe toujours. C'est pas très loin de la place de Bretagne et ce qui est assez
assez intéressant à remarquer, c'est que le planning familial d'aujourd'hui, le planning familial 35 d'aujourd'hui, a déménagé il y a quelques mois et est revenu tout près de cette rue Thiers. Alors, ces locaux de la rue Thiers, c'est des locaux militants et il faut savoir que le planning familial, au début, n'a pas de moyens et il est hébergé par le syndicat Force ouvrière. Donc là, on voit encore le rôle d'André Kahn, le président fondateur, qui qui met les moyens des organisations dans lesquelles il milite au service, à disposition du planning familial pour que l'association développe ses actions. Donc, au cours des permanences, les militants et les militantes reçoivent des femmes, reçoivent des couples, les informent. Alors, pour avoir accès aux informations, il faut être adhérent du planning familial. C'est une protection juridique puisque on est dans un cadre où, en principe, on n'a pas le droit de parler de contraception. Donc, il faut être adhérent du planning pour bénéficier de ces informations et également pour bénéficier de moyens de contraception. À l'époque, le classique et quasi le seul moyen, c'était le diaphragme. Donc, des diaphragmes qui étaient importés d'Angleterre, ramenés sous le manteau dans les doublures dans les doublures de vêtements, etc. Vraiment de manière clandestine. Alors après, ça dépendait pour les différents plannings, effectivement, des frontières, de la distance avec des pays où où la contraception était autorisée. Alors, une fois passé 1967, alors même si je vous apprendrai rien en vous disant que les décrets d'application de la loi Neuwirth ont été très très longs à arriver. Donc, en fait, c'est une loi qui, quand bien même elle était là, mais comme c'est souvent le cas pour les lois, a mis beaucoup de temps à vraiment pouvoir être appliquée pleinement. En tout cas, dès qu'elle est passée, cette loi, le planning familial a commencé aussi à tenir une permanence à l'hôpital, une permanence dédiée à la contraception. Là, ce qu'on voit aussi sur les images, c'est une permanence qui se tient au supermarché Mammouth. Aujourd'hui, c'est Carrefour Alma à Rennes. Et là, c'est une permanence directement à la sortie des caisses. Et c'est des captures d'écran d'un reportage de France 3 Bretagne. Mais il faut savoir que le planning tenait aussi une permanence à destination des salariés de Mammouth. Tout ça étant le fruit de rapprochements à partir de 1968-1969 du planning familial dans son ensemble avec les organisations syndicales. C'est vraiment le planning familial qui a voulu ce rapprochement pour créer des collaborations et se rapprocher le plus possible des populations. Et dans ce même ordre d'idées, le planning familial ne tient pas des permanences que dans ses locaux de la Rutière, il tient aussi des permanences dans différents quartiers à Rennes. Alors, la première décennie du planning familial d'Ille-et-Vilaine, donc 1965-1975, elle est à l'image du planning familial jusqu'au début des années 1970. C'est-à-dire que même si l'association concourt aux droits des femmes et à la conquête des droits des femmes, en fait, les militants et les militantes du planning familial ne rejoignent pas le planning avec cette motivation principale là. Ce qui et ne le disent pas comme ça. Ce qui motive les militants et les militantes du planning familial, c'est des valeurs laïques laïques et pas que, enfin certains sont croyants, il y a beaucoup de protestants au planning familial et par ailleurs c'est au-delà de la laïcité pardon, c'est aussi la lutte contre le pouvoir de l'Église catholique et le rôle moralisateur qu'elle a et qui d'après eux empêche les populations d'avoir accès à une sexualité libre. Alors, en effet, pour l'Église catholique, enfin, pardon, pour les militants et les militantes du planning familial, le choix d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de choisir le nombre d'enfants qu'on veut, est pour elles et eux un élément indépassable pour vivre une sexualité heureuse. Donc voilà, c'est ce qui les motive principalement.
Et en 1974, le planning familial revendique d'ailleurs dans son rapport d'activité la reconnaissance du plaisir comme valeur sociale. Donc on est vraiment dans la sexualité libre, dans le plaisir. Alors là, ce que vous voyez comme archive, c'est exceptionnellement pas une archive qui concerne l'île-et-Vilaine. Ça, c'est une archive du planning familial à l'époque, Châlons-sur-Marne, donc dans la Marne, aujourd'hui, je crois, Châlons en Champagne. C'est un document qui vient du Centre de documentation du planning familial, mais je vous le partage tout de même parce que je trouve qu'il reflète bien l'atmosphère de l'époque. Donc, on est en 1963. Les militants locaux du planning familial font leur première conférence, c'est-à-dire se montrent, occupent l'espace public et un militant fait un compte-rendu de cette conférence qui vise à parler, on va dire, des problèmes de la famille, voilà, parce qu'on ne pouvait pas annoncer directement qu'on allait parler de contraception. Et dans son compte-rendu, tout en bas, on voit qu'il relate que Monsieur le curé était présent, a assisté à la conférence, a pris des notes fébrilement. Et donc, on voit là vraiment concrètement le rapport et la confrontation entre le planning familial et l'Église pour gagner la bataille des idées sur la sexualité et sur la contraception. Dans cette deuxième partie, je vais parler d'un nouvel acteur qui arrive à Rennes en 1972. Jusqu'ici, c'était vraiment, comme je l'ai dit, le planning familial qui avait le monopole sur la question de la liberté de procréer et qui s'est beaucoup engagé pour la contraception. Et donc en 1972 arrive le groupe Choisir. Donc là aussi, je vais aborder quatre sous-thèmes depuis la création de Choisir Rennes jusqu'à son éloignement de l'association nationale Choisir. Donc pour situer Choisir, il faut revenir en 1971, au 5 avril 1971, et à la parution du manifeste des 343 femmes qui ont déclaré avoir avorté alors que c'était illégal. Et pour protéger ces femmes et toutes celles qui désormais revendiqueraient d'avoir avorté, l'avocat Gisèle Halimi crée l'association Choisir. Alors, l'association Choisir défend ces femmes et puis aussi promeut la fin de l'interdiction de l'avortement, qui est un autre volet de la liberté de procréer. Dans de nombreuses villes en France, on observe à ce moment-là la création de groupes Choisir locaux, comme par exemple à Rennes, où le groupe Choisir est créé à partir de 1972. Les points de départ de la création de ce groupe Choisir Rennes semblent être le souhait de militants d'extrême gauche qui militaient dans les sphères maoïstes de s'investir dans la lutte pour l'avortement libre, et puis que l'approche d'un des membres de ce groupe de départ ait pu bénéficier d'un avortement militant par aspiration à Grenoble, où les militants rennais vont d'ailleurs se former à l'automne 1972. Donc ça semble être ces deux éléments déclencheurs qui font que des militants à Rennes se disent, nous aussi, on va créer notre groupe Choisir. On veut vraiment que les choses bougent aussi à Rennes sur la question de l'avortement. Le groupe, il tient ses permanences au 13 de la rue Saint-Michel à Rennes. Aujourd'hui, on peut plus y accéder. Il y a une grille, mais on peut quand même voir à travers la grille. Et une de ces actions, au début de la création du groupe Choisir, c'est d'aider les femmes à rejoindre les filières ou à les accompagner directement en Angleterre ou en Hollande, les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse, à les accompagner dans des pays où il est possible d'avoir accès à l'avortement. Et donc là, ce qu'on voit comme document, c'est des extraits du fonds Patrick Wiener,
qui est toujours un militant très actif à Rennes, et qui à l'époque militait au groupe Choisir de Rennes, qui a donné ses archives aux archives municipales de Rennes. Donc vous pouvez aller les consulter. Ce sont de magnifiques documents. Donc on voit des schémas, des extraits de compte rendu de réunion, et puis aussi très pratico-pratique, un plan pour trouver une clinique qui pratiquait les avortements à Amsterdam. Choisir, c'est un groupe qui a mené d'autres actions et qui a aussi réalisé concrètement des avortements. Ça s'est fait à partir du début de l'année 1973, même si des militants et des militantes du groupe étaient allés se former à Grenoble. La pratique d'avortements illégaux, mais revendiqués, la pratique d'avortement par aspiration s'est intensifiée à Rennes à partir du début de l'année 1973. C'est un moment où les étudiants de la fac de médecine sont en grève. Ça a été un moment catalyseur à Rennes. À la fac de médecine pour soutenir les étudiants en grève. Il y a beaucoup de rencontres, on passe pour soutenir. Donc, il y a du brassage et c'est ainsi que les militants et les militantes de Choisir font la connaissance d'étudiants en médecine qui décident de les rejoindre et de pratiquer concrètement des avortements. Alors, je parle de méthode d'avortement par aspiration. Un autre nom sous laquelle cette méthode est connue, c'est la méthode Karman, du nom du psychologue qui l'a popularisée et diffusée en Occident. Donc, ces avortements peuvent se pratiquer concrètement pour les femmes qui souhaitent mettre fin à des grossesses non désirées, qui sont enceintes de moins de 8 semaines et qui n'ont pas les moyens d'aller avorter en Angleterre ou en Hollande. Le groupe faisait en sorte qu'il y ait de la solidarité entre les femmes et que celles qui avaient les moyens aillent en Angleterre, en Hollande, pour laisser leur place à celles qui n'en avaient pas les moyens. Donc là, on ne parle plus du tout d'avortement clandestin comme c'était le cas avant 1972. On parle d'avortements illégaux revendiqués et ces avortements à Rennes durent de, oui, plutôt du début de l'année 1973 jusqu'au tout début de l'année 1974. Et là, ce qu'on voit, ce sont des fiches médicales qui ont été réalisées par les membres du groupe Choisir. Alors, que fait le planning familial pendant ce moment 1972-1973 où la question du libre accès à l'avortement euh, arrive dans le débat public? Eh bien, le planning familial 35, il est en retrait. L'association continue ses actions de promotion de la contraception, d'information sur la sexualité, mais est très frileux sur la question de l'avortement pour deux raisons. Déjà, au niveau national, un des arguments que le planning familial avait utilisé pour obtenir le droit à la contraception, c'était de dire ça fera baisser le nombre d'avortements. Donc il y avait cette opposition, la contraception c'est bien, l'avortement c'est pas bien, donner la contraception ça fera baisser le nombre d'avortements. Donc c'est pas facile de changer de discours et d'argumentaire. Et puis par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, le planning familial 35 a eu une politique très forte pour se donner du crédit, de la légitimité. Donc faire des actions illégales, c'est aller contre ce positionnement-là de vouloir du crédit et de la légitimité. Alors, cependant, quand on a rencontré des femmes qui avaient été hôtesses d'accueil au planning familial d'Ille-et-Vilaine, elles nous ont dit que, en dehors des locaux de l'association, donc pour ne pas mettre l'association en difficulté, elles renseignaient les femmes sur les filières et les parcours pour aller avorter en Angleterre et en Hollande, mais ce n'était pas une action revendiquée par l'association. Et on voit là de manière assez ironique la couverture d'un magazine interne au planning familial dans son ensemble, qui fin 1972, alors que cette question de l'avortement libre et de la revendication de l'avortement libre est vraiment sur la place publique, fait un numéro spécial contraception.
comme pour bien réaffirmer que le planning familial s'occupe de contraception. Alors, fin 1973, la section de Choisir-Rennes se transforme en association et cette étape, elle achève de marquer la rupture avec l'Association nationale Choisir de Gisèle Halimi. C'est deux manières de voir totalement différentes entre Gisèle Halimi, euh, qui est de gauche, qui, elle, revendique la fin de l'interdiction de l'avortement par la voie de procès, par des voies légales et des militants locaux à Rennes, mais ailleurs, qui sont des militants et des militantes d'extrême gauche et qui, eux, pratiquent concrètement des avortements avec la méthode par aspiration, ce que refuse Gisèle Halimi. Donc ça a été très tendu entre l'association nationale et les groupes locaux. D'ailleurs, à propos de Gisèle Halimi, vous souviendrez du procès dit de Bobigny en 1972, qui était un grand pas, effectivement, pour aller vers la reconnaissance du droit à l'avortement. Donc, c'est la rupture avec l'association nationale, ce qui fragilise encore plus le groupe Choisir, qui, en cette fin d'année 1973, début 1974, est très affaibli. Les militants et les militantes sont épuisés parce que cette lutte pour l'avortement libre est très difficile, très dure. Il faut recevoir les femmes, les orienter, les accompagner dans des avortements. Et pour des personnes jeunes, étudiantes, c'est des moments très marquants. Enfin, beaucoup sont restés très, très marqués par cette activité. Pour cette dernière partie, je vais aborder l'arrivée à Rennes du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui a été créé au niveau national en avril 1973. Et là, je vais aborder trois parties, donc présenter le MLAC de Rennes, expliquer ses actions et puis finir par le planning familial. Donc le MLAC émerge à Rennes en 1974 et en quelque sorte la réponse trotskiste au groupe Choisir qui lui était plutôt d'obédience maoïste. Donc c'est aussi un moment pour moi de dire que la question de l'avortement a été un enjeu pour les groupes d'extrême gauche qui y voyait aussi l'occasion de politiser des populations. Alors, contrairement à ce qui se passe dans d'autres villes, comme par exemple à Grenoble, où Choisir et le MLAC se rejoignent et deviennent un groupe Choisir MLAC, à Rennes, c'est pas le cas, sauf pendant une courte coordination où les deux groupes arrivent à s'entendre. Mais les divergences sont vraiment très fortes entre les militants et cette coordination dure à peine un mois en février 1974. D'autant que c'est un moment où les militants de Choisir, comme je disais, sont épuisés et en fait Choisir disparaît à ce moment-là, ce qui laisse le MLAC seul à Rennes pour défendre cette question de l'avortement libre, gratuit et remboursé. Alors, les militants et les militantes du MLAC de Rennes vont pratiquer très peu d'avortements par aspiration. Ils et elles se sont formés, mais c'est aussi un moment où la politique globale du MLAC, c'était aussi de dire on fait moins d'avortements, voire on n'en fait plus parce qu'on veut pas faire les choses à la place de l'État. On veut que l'État prenne ses responsabilités. Donc c'est un changement de stratégie. Alors, par contre, tous les militants et les militantes des MLAC continuent d'accompagner les femmes qui souhaitent mettre fin à des grossesses à partir en Angleterre et en Hollande. Et bien sûr, tous et toutes continuent de mettre la question de l'avortement sur la place publique. Ce qu'il faut, c'est continuer l'agitation, continuer de parler de l'avortement. Et c'est ainsi que le 17 avril 1974, les militants et les militantes organisent la projection du documentaire, du film Histoire d'A, qui est interdit, qui n'a pas de visa, parce qu'il présente une scène d'avortement par aspiration. Et néanmoins, malgré cette absence de visa, il est projeté très souvent en France, et c'est un moment de politisation très forte de la lutte pour l'avortement.
Et 3 jours plus tard, le 20 avril 1974, une manifestation est organisée par le MLAC à Rennes. Et là, on en a deux photographies. On a très peu, alors déjà on n'a pas beaucoup d'archives en général sur cette période-là, à part pour choisir. Très peu de choses sur le lac et très peu de photographies. Donc là, je suis ravie de pouvoir vous montrer. Et les deux personnes, les deux protagonistes principaux qu'on voit sont toujours militants à Rennes aujourd'hui. Donc leur nom, c'est Nicole Kilnissen et Yves Juin. On arrive à fin 1974. La loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est votée. Elle est promulguée quelques semaines plus tard, le 17 janvier 1975. C'est alors que démarre la bataille pour l'application de la loi, et ce n'est pas simple, ni à Rennes ni ailleurs. En effet, dans de nombreux hôpitaux, les médecins-chefs de service de gynécologie obstétrique sont hostiles et mettent des bâtons dans les roues, voire refusent que des IVG soient pratiquées. À Rennes, au début de l'année 1975, il y a un seul médecin qui, dans une clinique privée, pratique des IVG. Il est seul, il est complètement débordé. Mais ça ne suffit pas, en tout cas pour le moment, au début de l'année 1975, à faire pression sur le chef de service de l'hôpital public de Rennes. Et c'est à ce moment-là, une fois que la loi est passée, une fois qu'il est possible légalement d'avoir accès à l'avortement, que le planning familial 35 revient sur le devant de la scène et participe activement à la mobilisation pour que enfin des avortements en plus grand nombre, en tout cas à hauteur des besoins, puissent se faire à Rennes. Donc ça se passe par le siège de l'hôpital, par le siège de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, beaucoup de réunions, beaucoup de pression. Et un accord est finalement trouvé. À Rennes, les IVG devront se faire dans un autre lieu que la maternité. Et là, on voit le lieu où c'était fait précédemment, c'est au pavillon Bernard. Et les interventions sont faites par d'autres médecins, pas des médecins du service de gynécologie obstétrique, mais par des praticiens d'autres disciplines qui se sont formés et aussi par des médecins généralistes. Et le centre IVG à Rennes peut ouvrir en avril 1975. Ce qui est tard, il y a 3 mois de délai avec la promulgation de la loi, mais par rapport à d'autres villes, finalement, on a pu voir que ce n'était pas si tard. Cette présentation étant faite, je voudrais parler un petit peu de l'accès à l'avortement et en présentant d'abord quelques dates post-1975 et puis aussi des prolongations actuelles de l'histoire pour la liberté de procréer. Je vous partage cette photographie des locaux dans lesquels le planning familial s'est installé à partir de 1976. C'est une date à laquelle le planning avait demandé et a obtenu son agrément centre de planification, donc aujourd'hui centre de santé sexuelle, c'est-à-dire que en plus d'un accueil général, il y a un accueil médical qui peut se faire. Et c'est aussi une période où le planning familial 35 fait sa révolution féministe interne. On voit que les idées féministes portées par les groupes femmes influencent les militantes du planning familial. Et c'est une période où elles font en sorte que le président fondateur s'en aille et elles prennent le pouvoir et la direction de l'association. Et puis un petit peu plus tard, 1979, qui est une année de nouvelle mobilisation pour le droit à l'avortement parce que la loi sur l'IVG dite loi Veil n'a été votée que pour 5 ans. Et donc pour qu'elle soit votée définitivement, il y a une grande mobilisation qui s'organise partout en France. Et à Rennes, cette fois, c'est une mobilisation qui est unitaire. Autant dans les années 72-74, c'était décousu, chacun a avancé de son côté. Autant en 1979, toutes les forces engagées étaient réunies au sein du collectif rennais pour l'avortement et la contraception. Alors, 45 ans plus tard,
Je ne vous apprends rien, 45 ans après 1979, c'est une loi qui est toujours à défendre, la loi sur l'IVG. Il faut non seulement la défendre, mais sans arrêt aussi se battre pour l'améliorer. Elle s'améliore régulièrement. Moi, ce que j'en perçois, c'est que elle est, cette loi, elle est quasi un symbole de ce qu'est la France. On s'enorgueillit beaucoup de cette loi. Mais entre le symbole qu'on en a fait et la réalité concrète, il y a un écart assez grand, toujours des difficultés d'accès à l'avortement. Et la constitutionnalisation qui est intervenue récemment ne change rien à cette affaire d'accès à l'avortement. Je voulais vous parler de deux prolongements. Je voulais vous parler de la grande collecte de l'INA et du film documentaire. Il suffit d'écouter les femmes qui en est issue et que vous avez peut-être vu. Cela me permet de parler de la peintre Clotilde Vautier. Donc Clotilde Vautier était une Rennaise, peintre, qui est décédée à Rennes en mars 1968 des suites d'un avortement clandestin. Et son histoire est magnifiquement racontée par sa fille Mariana Otero dans le documentaire Histoire d'un secret que vous connaissez très certainement, dans lequel on voit son mari, Antonio Otero, qui est ici représenté, et qui a livré un magnifique témoignage dans le cadre de la collecte des entretiens de l'INA. Et pardon, j'ai pas précisé, cette collecte visait à documenter l'avortement avant 1975. Et pas que par le MLAC, pas que par choisir, mais aussi l'avortement avant l'arrivée de la méthode par aspiration en France. Et puis, dernière recommandation, une exposition en cours aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine autour de la mémoire et de la création artistique, autour du lien entre archives et création artistique. Et cette exposition, elle présente notamment le projet de pièce de théâtre Debout de la metteuse en scène, pardon, Frédéric Mingan, autour des mobilisations féministes des années 1970. Et on y voit de très beaux documents sur les mobilisations rennaises. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Lydie Poré, pour cette présentation extrêmement intéressante. Euh, Est-ce que vous avez des questions, soit dans la salle, soit à distance? Donc, pour rappel, à distance, on vous conseille l'outil qui s'intitule Questions et réponses, tout simplement. Et dans la salle, on va pouvoir passer le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Peut-être effectivement une première question pour lancer un peu plus voilà, les questions. Euh, Ce que vous venez de nous présenter, effectivement, je pense assez peu connu globalement sur Rennes. Est-ce que vous avez des conseils hein, pour qu'on puisse, en tant que Rennaise et Rennais, peut-être nous approprier aussi davantage ce pan de l'histoire locale? Je parle vraiment en tant que, on va dire, citoyenne par rapport à l'enjeu sociétal. Sachant que la deuxième partie de votre présentation, et on l'a très bien vu, plus particulièrement pour nous à l'EHESP, c'est qu'il y avait aussi un très fort enjeu de santé publique, effectivement, et que peut-être là-dessus aussi pour nous, il y a quelque chose aussi à faire, ne serait-ce en termes de histoire de l'école, pour mieux valoriser encore une fois cette dimension historique. Mais d'abord, en tant que, voilà, sur Rennes, sur l'histoire rennaise, est-ce que vous avez des conseils, des pistes, vous qui avez travaillé là-dessus? Alors, je peux vous recommander chaleureusement de porter une attention à toutes les actions de l'association Histoire du féminisme à Rennes, qui fait beaucoup d'actions de vulgarisation de l'histoire des mobilisations féministes à Rennes, pas que l'histoire de la liberté de procréer. Vous pouvez rejoindre ces rangs, c'est l'occasion
de découvrir des militantes très chouettes de toute génération, certaines qui ont été actrices des mobilisations rennaise. C'est aussi l'occasion de faire, de continuer à faire de l'histoire parce que depuis la sortie du livre et du mémoire, il y a eu quelques nouvelles sources qui ont été trouvées. Il y a des sources aussi qu'on n'avait pas exploitées. Donc ça peut être un moyen. Et puis bah là je parle en tant que militante et à des citoyens et des citoyennes. Soutenons le planning familial. Donc soutenons le planning familial dans là où on réside, voilà, on est déjà dans des périodes de baisse de financement, de réduction d'accès concret à l'avortement. Donc, toute action de dénonciation de ça et, euh, et de soutien. Alors, je pense au planning familial parce qu'aujourd'hui, c'est l'association majeure sur cette question de l'accès à la contraception, à l'avortement. Mais il y a d'autres structures. En tout cas, voilà, être en soutien avec les associations. Euh, Soutenir aussi l'éducation à la sexualité. Là, c'est en tant que parent ou personne côtoyant des enfants. C'est voilà, l'heure n'est pas non plus très joyeuse pour l'éducation à la sexualité. Or, on sait que c'est un levier vraiment important pour pouvoir faire ses choix et mener la vie qu'on a envie de mener. Et soutenir aussi l'éducation à la sexualité parce que c'est aussi quelque chose qui est attaqué par les anti-choix. Euh, comme comme la loi sur l'IVG aujourd'hui a une sorte de protection symbolique. Comme je vous disais, enfin, moi la manière dont je vois dont les politiques en parlent, c'est quasi un trésor national. Euh, et donc, c'est plus difficile pour les anti-choix de l'attaquer directement. Mais c'est plus facile d'attaquer, en tout cas, si, pour qu'elles et eux, enfin, comme ils veulent continuer de s'en prendre à l'avortement, c'est plus facile pour elles et eux de s'en prendre à l'éducation à la sexualité. C'est plus facile pour elles et eux de s'en prendre aux personnes trans et d'attaquer comme ça d'autres droits, d'autres populations, d'autres droits à la santé sexuelle et reproductive pour au final, on le sait, euh, attaquer le droit à l'avortement et attaquer les droits des femmes en général. Voilà, c'était une minute, enfin, plus d'une minute un peu militante. Merci beaucoup. Rappel effectivement très utile. Pour la petite histoire, nous avons déjà collaboré avec l'histoire du féminisme à Rennes. Nous avions proposé des visites guidées les années précédentes et je les avais même sollicitées pour ce printemps. Et effectivement, ce que vous dites est ressorti, c'est-à-dire que à cause du fait que c'est un petit collectif et elles ont surtout beaucoup de sollicitations. Elles n'ont pas été en mesure, malheureusement, de nous proposer une visite guidée pour ce printemps. Mais on ne baisse pas les bras et on espère voilà, pouvoir la reporter pour faire bénéficier aussi nos publics d'une autre façon de voir, d'entendre et de voir l'histoire de Rennes en parcourant tout simplement la ville et en allant voir effectivement tous ces endroits que vous avez pu montrer dans les documents que vous avez présentés. Il y a une question dans la salle, merci. Bonjour, je suis élève fonctionnaire à l'EHESP. J'étais intéressé par les, la présentation qui a été faite au début d'une collaboration en fait entre un milieu militant et une école donc de fonctionnaires, même si c'était déjà à l'époque en même temps une école de santé publique, on va dire au même titre qu'une grande école ou qu'un institut. Et ça m'interrogeait de façon plus générale sur ce qui pourrait être le rôle et ce que doit être le rôle d'une école comme la nôtre, qui est en fait
aux franges ou même de nos métiers qui sont du coup nécessairement politiques et tout en étant devant assurer les missions de l'État et dans le cadre de la légitimité démocratique. Et du coup, je me demande comment vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, comment se passe la réflexion sur quelle doit être notre collaboration avec les milieux militants? Merci. C'est une question pour Lydie Poré ou... Oui. Merci beaucoup pour votre question. Ce que je perçois, c'est un nécessaire soutien, par exemple dans les hôpitaux, euh, pour faciliter le plus possible l'accès à l'avortement. Le choix de la méthode aussi, c'est-à-dire qu'on va vous dire sur un territoire, mais si, il y a accès à l'avortement. Puis quand on regarde bien, les horaires d'ouverture sont pas super. Quand on regarde bien, en fait, les femmes n'ont pas le choix de la méthode. Aujourd'hui, il y a deux méthodes d'avortement. Par exemple, de plus en plus, on impose la méthode médicamenteuse qui est moins coûteuse puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas d'hospitalisation. Mais néanmoins, ça réduit beaucoup le choix des femmes. C'est faciliter les relations avec, enfin, les centres de planification sur le territoire, les collaborations hôpitaux, centres de planification. Voilà ce à quoi je pense. En tout cas, de manière générale, avoir une attention aiguë, pointue à, oui, il y a accès à l'avortement, mais concrètement, il y a accès à l'IVG, mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est un accès facile? Merci. De mon côté, je ferai juste peut-être le lien avec la formation. J'ai entendu le mot-clé formation tout à l'heure. Et pourquoi pas, vous parliez en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, vous pouvez aussi vous saisir de ce type de sujet. Vous avez notamment tout ce qui est choix des sujets de stage ou d'autres événements. Ça peut être intéressant aussi de pouvoir l'aborder, soit à titre individuel, soit en tant que travaux de groupe ou autre. Ça peut être aussi une exploration intéressante que vous pouvez mener voilà, dans vos différents attendus pédagogiques, hein. Je pense qu'on arrive au bout de notre heure consacrée donc au sujet. Merci beaucoup encore une fois, Lydie Poré, pour toutes ces informations intéressantes. Avec Pardon. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochain webinaire, vous découvrez effectivement à l'écran le mardi 25 mars. Et je finirai également en vous rappelant que vous avez dans le programme du mois de l'égalité d'autres actions de prévues, que ce soit en interne ou avec nos partenaires rennais, donc les autres universités et écoles rennaises. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Lydie Poré et à très bientôt.